Bonjour à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle tier list sur la SDA JCE TV. On continue de noter les scénarios du jeu. Après avoir fait les deux premiers cycles, on va s'attaquer au cycle des héritiers du Ménor. Je pense que c'est comme ça que s'appelait la boîte de base, pas la boîte de luxe, qui est surtout centrée sur le Gondor et, comme le nom l'indique, l'héritage de Numénor. Si j'ai bien suivi, vous savez que je ne lis pas le texte fluff des scénarios. Alors on va enchaîner tout de suite sur le premier scénario qui s'appelle Bagarre à Pélargir, qui va en fait faire le job de nous introduire à la grande thématique du cycle qui est, on a ça dès la première étape de quête, qui est la quête en bataille ou en siège. Quand vous avez une étape de quête sur laquelle il est écrit bataille, en fait vous ne partez pas en quête avec vos points de volonté, mais avec vos points d'attaque, et alors le siège fait la même chose, mais avec vos points de défense. C'est une mécanique qui avait pas mal pris par surprise les joueurs à l'époque de la sortie du cycle 3. Ça a traumatisé tous les joueurs qui pensaient avoir des decks solides centrés autour de la volonté. C'est une chose qu'on peut accorder au cycle 3, c'est d'avoir vraiment fait repenser le deck building en ayant besoin d'un petit peu plus diffuser ses stats entre les trois grands aspects. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le scénario? Il n'y a pas grand-chose à en dire en termes de mécanique. En fait, on a un objectif, le parchemin d'Alcaron, et qu'on va devoir récupérer quand on le perd, etc. Mais mécaniquement, c'est pas très spécial, on va dire. Il y a des ennemis, il y a pas mal d'ennemis dans le scénario qui ont des effets d'engagement. Donc ça, c'est un truc qui va vous mettre, qui va venir vous chatouiller régulièrement. Vous avez cet ennemi-là qui vous pique des cartes et vous pique une ressource. Vous avez celui-là qui met des dégâts à tous vos alliés, chaque fois quand il vous engage. Celui-là qui vous met des dégâts, non, qui vous fait perdre des ressources sur chaque héros, et celui-là qui met une grosse start à un de vos héros. Euh, une fois qu'on a dit ça, bah, le scénario, il est tout à fait plaisant à jouer. C'est un scénario dans lequel il n'y a pas de traîtrise qui est complètement déséquilibrée. Alors il y a les dommages collatéraux qui peuvent piquer sur votre menace, mais c'est pas non plus un truc complètement what the fuck. Le pire scénario que vous pouvez avoir avec les dommages collatéraux, c'est monter votre menace de 16, mais ça c'est vraiment si vous êtes Poissard de chez Poissard. Euh, et pour le reste, ben voilà, le scénario il est très très bien. Il n'est pas très difficile, mais il est très agréable à jouer parce que vous avez une belle répartition entre les ennemis, les lieux, les traîtrises. Vous n'avez pas l'impression que le scénario vous fait traîner en longueur non plus. Donc écoutez, on va commencer tout de suite en beauté. Bagarre à Pélargir, c'est du A. Pas un scénario difficile, mais un scénario qui est très bien équilibré et qui est très plaisant à jouer quand vous venez pas avec des decks qui sont trop forts non plus. En italien. Alors, je suis tout de suite très étonné d'un truc, c'est que je vois niveau de difficulté 4, c'est-à-dire je suppose que les niveaux de difficulté qui sont inscrits ici sur SDA Builder, ce sont les niveaux de difficulté qui sont dans le carnet de règles. Il faut savoir que ces niveaux de difficulté, ils ont été... parfois on se demande s'ils n'ont pas lancé un dé pour mettre le chiffre. Parce que là, ils nous disent que c'est plus facile que Bargar à Pélargir. En éthylien, c'est un scénario qui est très difficile. C'est un scénario qui a traumatisé beaucoup de joueurs. Donc dire qu'il a une note de difficulté en dessous de la moyenne, non, non. En éthylien, c'est du 8 sur 10, sans problème. Notamment à cause de sa mise en place. Parce que on va, première étape de quête, devoir partir en quête en bataille. Mais on a en zone de cheminement une compagnie de Sudron par joueur qui, vous regardez ses stats, vous dites bon ben ça va, mais en fait elle gagne plus de menaces et plus de d'attaque tant qu'on est en bataille ou en siège, c'est-à-dire que elle commence en fait à 3 de menaces et 5 d'attaque. Et si vous dites que elle a 34 de menaces, enfin, 34 de coups d'engagement, donc ça passe, vous commencez aussi avec la route de l'Itilien comme lieu actif, qui vous dit que tant qu'elle est là, le coût d'engagement de chaque ennemi est égal à 0. Autrement dit, tour 1, vous avez un gaillard qui va potentiellement vous engager et taper à 5.
Évidemment, pour éviter ça, il faut que vous passiez le lieu actif, mais il faut mettre 4 marqueurs sur le lieu actif, sachant qu'il y a déjà 3 de menaces par joueur dans la zone de cheminement, et que vous quêtez en bataille. Donc si vous n'arrivez pas à explorer le lieu actif au tour 1, ben vous avez quelqu'un qui tape à 5 qui va venir vous engager. Et comme vous êtes parti en quête en bataille, normalement vos personnages avec une bonne stat d'attaque, ils sont partis en quête, donc vous allez vous prendre une tarte dans la gueule à 5, sans possibilité de contre-attaquer. Sauf si, évidemment, vous avez joué avec des personnages style Boromir qui peuvent se redresser pour partir en quête et puis taper derrière. Euh, Au-delà de cette difficulté de mise en place, qu'est-ce qu'on peut penser du scénario? Les ennemis sont très challengeants. Vous avez l'araignée de Morgul qui gagne plus un attaque pour chaque personnage qui n'est pas engagé dans la quête. En multi, l'araignée de Morgul, au tour où elle entre en jeu, ça arrive régulièrement qu'elle tape à 12 ou 13 sans aucun problème. Vous avez les chauves-souris qui vous font mettre 2 dégâts à un héros engagé dans la quête et que vous retirez de la quête. 2 dégâts à un héros, c'est quand même pas rien. Il ne faut pas jouer Hobbit. Vous avez l'élite Aradrim qui vous attaque dès qu'elle entre en jeu. Vous avez le Mumak qui tape à 7 et qui peut pas prendre plus de 3 dégâts par tour. Donc les ennemis sont très comme il faut. Les lieux sont pas du tout un problème, à part la route de l'Itilien quand elle en début de partie. Et puis les traîtrises sont bien méchantes, comme elles doivent être. Les renforts Sudron en multi, c'est une infamie parce que ça vous dit que vous allez chercher 4 ennemis d'un coup. En multi, Guetteur des Bois, c'est une infamie, ça vous fait monter votre menace d'une valeur qui peut péter le plafond en fin de partie. Le compagnon perdu, il faut s'y adapter parce que si vous n'envoyez qu'un seul personnage en quête, si quelqu'un envoie un seul personnage en quête, vous allez en fait faire un échec de quête massif et perdre la partie. Et tout ça, c'est des trucs auxquels on peut s'adapter. Tout ce que je suis en train de dire, c'est des traîtrises auxquelles on peut s'adapter. Bon, sauf les renforts Sudron, si vous la chopez en première carte à 4, vous pouvez reroll direct. Puis vous avez la Cernée par les Wargs, qui est une traîtrise infâme, qui a changé de texte entre temps, mais ça reste infâme. Une fois révélé, infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé en quête. Et renfort, donc c'est à la merci du nécromancien, plus renfort. Donc ça va quoi. Ça va, cerné par les Wargs, c'est une bonne carte bien infâme. Le scénario est difficile. Une fois qu'on a retiré sa difficulté, ben, il n'a pas grand-chose de particulier en fait, si ce n'est que si vous arrivez à passer la première étape de quête sans que Célador, l'objectif allié qui est en jeu en début de partie, meurt, vous allez avoir un petit peu de répit. Sinon, vous allez vous taper une quête en siège. C'est à peu près la seule chose qui est particulière en termes de mécanique sur ce scénario. Euh, c'est un scénario que je considère moyen. Il est difficile, il n'est pas injuste, mais il n'est pas mécaniquement, il n'est pas très intéressant non plus, je trouve. Donc voilà, c'est un scénario moyen. Si vous cherchez un scénario difficile, c'est très bien, mais y a mieux, quoi, on va dire. Alors, le siège de Kérandros. On a un. Il faut qu'il y ait au moins un étron par cycle. Ben voilà, l'étron du cycle 3. Kérandros, c'est un scénario qui est designé avec les pieds. Voilà. En fait, vous commencez avec 3 lieux en jeu. Voilà, la citadelle, le chemin d'accès et les berges. Et si vous parvenez à les explorer avant qu'ils ne quittent le jeu, vous allez retirer les étapes 2, 3 et 4 du deck de quête. Donc si vous arrivez à explorer les 3 avant qu'ils partent, c'est-à-dire avant qu'ils soient détruits en fait, techniquement après la première étape de quête, vous n'en avez plus qu'une, c'est l'étape 5. Ça n'arrive jamais. Qu'on soit clair, ça arrive jamais. Vous perdez les lieux quasi systématiquement. Si vous en sauvez un, ben, félicitations, mais vous allez en perdre au moins 2 sans aucun problème. Et certains joueurs vous diront également qu'il vaut mieux même ne pas les explorer et les laisser cramer, parce que quand vous faites des attaques sans défense, au lieu de mettre des dégâts sur vos héros, vous les mettez sur les lieux. Celui-là, il peut tanker 3 dégâts, celui-là, il peut tanker 7 dégâts, et celui-là, il peut tanker 11 dégâts. Donc vous avez 21 dégâts d'attaque sans défense que vous pouvez mettre là-dessus. Et je vous garantis que vous allez avoir besoin de faire des attaques sans défense parce que vous commencez à quêter en
siège. On quête avec la défense, ce qui est encore pire que l'attaque, généralement. C'est très difficile de bien quêter en siège, surtout au tour 1. Donc qu'est-ce qui va se passer sur la première étape de quête? Vous allez envoyer en quête vos personnages qui ont une bonne défense. Mais évidemment, les ennemis, ils sont pas là pour vous chatouiller. Donc ça tape à 7. Ça tape à 4 avec une attaque directe quand il entre en jeu. Ça tape à 7. Ça tape à 5. Ça tape à 8. Et le pire ennemi, c'est pas ceux-là. Le pire ennemi, c'est lui. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Il tape qu'à 1. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est le pire ennemi? En fait, quand il gagne une ombre, il gagne plus 2 d'attaque. Bon, ok, en fait, il tape à 3. Mais tout le principe du pack avec lequel vont ces vermines orques, c'est d'attribuer. Vous voyez que les ombres vous font attribuer des ombres supplémentaires aux ennemis. On appelle cet ennemi souvent la mitraillette, parce que ça arrive très régulièrement que sur les scénarios où ce pack est présent, il y ait des ennemis qui, sur une attaque, reçoivent 7-8 ombres sans problème. Donc j'ai refait le scénario plusieurs fois. Les vermines orques m'ont attaqué plusieurs fois à plus de 15. Donc évidemment, il n'y a personne qui survit à ça. Euh, donc la vermine orque, faut pas défendre avec un héros, qu'on soit clair. Vous vous dites, il tape à 3, je vais défendre avec Bérégon. Non, non, non. Défendez surtout pas avec Bérégon là-dessus. Vous mettez un allié et s'il n'y a pas d'effet d'ombre, bah, vous avez perdu un allié. Et il vaut mieux ça que de prendre le risque d'avoir une attaque à 17. Mais c'est pas ça qui rend le scénario mal designé, parce que bon ben voilà, il y a cet ennemi qui est horrible, mais vous savez ce qui va arriver, donc vous pouvez vous adapter. C'est pas défausser le défenseur, quoi. Vous allez vous prendre potentiellement une attaque à 17. Ce qui rend le scénario aussi mauvais, à mes yeux, c'est tout le package des traîtrises. La malice du maître. Une fois révélé, chaque joueur choisit une sphère d'influence. Chaque personnage contrôlé par un joueur qui n'appartient pas à la sphère qu'il a choisie subit 3 points de dégâts. Donc en fait, si vous jouez pas monosphère, vous jouez trisphère par exemple, vous jouez commandement énergie et connaissance, on vous dit vous choisissez un des 3 et tous les personnages des autres sphères prennent 3 dégâts. Ça, non seulement ça vous rase 2 tiers de vos alliés, mais ça vous rase aussi vos héros la plupart du temps. Parce que la première malice du maître, si vous avez que des héros qui ont 4 points de volonté, ça va. Mais évidemment, elle va ressortir la malice du maître. Donc, vous allez reprendre 3 dégâts sur tout le monde et vous allez perdre votre board. Terminé. C'est une traîtrise de merde. Je dis toujours, une bonne traîtrise, on doit pouvoir s'y adapter sans avoir besoin de l'annuler. Vous savez que je dis souvent ça. Pour moi, le truc de ah oui, mais si vous jouez monosphère, c'est bon, j'appelle pas ça s'adapter. En fait, c'est une contrainte de deck building. Vous faites du deck building spécifique, comme sur Rose Gobel, pour vous adapter à ça. C'est une traîtrise de merde. Qu'on soit clair, c'est du design de pingouin. Mais c'est pas tout. On a l'assaut orc. Une fois révélé, chaque personnage en jeu perd 2 d'attaque et 2 de défense jusqu'à la fin du tour. Pas jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à la fin du tour. Rappelez-vous, on quête en siège et en bataille. Donc on quête avec ces stats-là. La volonté, on s'en fiche sur ce scénario. Donc en fait, on vous dit, non seulement tous vos persos vont arriver à 0 pour la quête, parce que moins 2 de défense, il n'y a quasiment personne qui va garder des points. Donc vous passez de 17 ou 18 enquêtes à 1 ou 2 enquêtes. Donc vous prenez un échec massif. Mais en plus de ça, si vous aviez gardé des persos redressés pour gérer les ennemis, vous avez quand même moins 2 de défense et moins 2 d'attaque face aux ennemis. Donc vous prenez généralement plus 10 de menace dans la gueule, vous prenez un ennemi qui va vous flinguer, et vous pouvez même pas contre-attaquer. C'est ni fait ni à faire en fait. C'est sûrement pas sur un scénario où justement ce sont les 2 seuls stats qui comptent. Vous mettre un -2 comme ça, c'est n'importe quoi. Et évidemment, l'assaut orc et la malice du maître ne seraient rien sans cette carte qui est contender pour être le prix du pire design de traîtrise du jeu. Maudit 3. Une fois révélé, comptez le nombre de cartes de rencontre placées dans la zone de cheminement, mélangez-les dans le deck de rencontre. Il faut savoir que quand vous la révélez, le pouvoir du Mordor est dans la zone de cheminement. Donc elle compte comme étant une carte dans la zone de cheminement. Et donc vous la remélangez avec le reste. Révélez un nombre égal de cartes du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc, vous avez 5 cartes en zone de cheminement.
Vous les remélangez toutes et vous révélez de nouveau 5 cartes. Donc évidemment, vous allez vous choper des assauts orques, vous allez vous choper des malices du maître très régulièrement à cause de ça. Mais là où ça devient sympa, c'est que le pouvoir du Mordor va lui-même ressortir. Donc on vous a demandé de remélanger les cartes de rencontre, vous révélez 5 cartes. Dans les 5 cartes, il y a le pouvoir du Mordor, parce que faut bien vous dire un truc, c'est que vous remélangez dans le deck de rencontre, vous ne remélangez pas la défausse. Donc, s'il reste par exemple que 15 cartes dans le deck de rencontre, et que vous remélangez le pouvoir du Mordor, il y a 5 cartes à révéler, vous avez une chance sur 3 de révéler une deuxième fois le pouvoir du Mordor. Et vous êtes parti pour des boucles comme ça. Donc mon record, c'est 4 fois sur un tour. 4 fois sur un tour le pouvoir du Mordor, donc je révèle, hop, je le révèle une deuxième fois, je remélange, je le révèle une troisième fois. Et évidemment, à chaque fois, il y a la malice du maître et il y a la sort qui peuvent venir. Vous avez à chaque fois 7 ennemis qui arrivent, qui vous attaquent dès qu'il entre en jeu. Donc, des petits trucs sympas comme ça, quoi. Et évidemment, c'est pas tout, puisque on a le lieutenant du Mordor, qui a un effet une fois révélé. Résolvez l'effet une fois révélé de la première carte traîtrise de la pile de défausse rencontre, si possible. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc vous étiez chopé l'assaut orc. Vous dites bon maintenant c'est passé, vous chopez le lieutenant du Mordor, hop, re-assaut orc et vous pouvez rien y faire. Vous avez le pouvoir du Mordor qui est parti en défausse sur un coup de bol, sur une ombre. Hop, le lieutenant du Mordor il vient vous dire ben non, 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 vous allez quand même faire le pouvoir du Mordor. Enfin c'est n'importe quoi. Et en multijoueur, je vous parle même pas de la fréquence à laquelle on fait ce truc de pouvoir du Mordor. Au point que j'ai déjà eu des parties sur Kerandros où on a juste dit on arrête parce qu'on sait plus combien de cartes on doit révéler. Je crois qu'on doit être à 15 cartes à révéler. Enfin, c'est du design de Pignouf. Kerandros, c'est en D, c'est un étron sans nom. C'est ni fait ni à faire. Les craintes de l'intendant. Premier pack aventure du cycle 3. Les craintes de l'intendant, ben, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment ce scénario. Pour l'avoir refait récemment, c'est long. C'est long, c'est long, c'est chiant. C'est juste chiant en fait ce scénario. En fait, la première étape de quête vous dit que vous ne pouvez pas passer tant que vous n'avez pas mis 4 marqueurs dessus. Et vous mettez des marqueurs en explorant des lieux actifs. Donc il faut explorer 4 lieux actifs pour passer à l'étape 2. Étape 2, rebelote. Il faut remettre 4 marqueurs, donc de nouveau euh, explorer 4 lieux actifs. Donc ça vous fait au moins 8 tours quoi. Alors il y a un petit truc, c'est que il y a un mot-clé sur ce scénario, c'est le mot-clé bas-fond qui est sur les lieux. Et quand il y a une carte avec le mot-clé bas-fond, vous mettez en dessous face cachée une carte d'un deuxième deck de rencontre qui est le deck des bas-fonds, dans lequel vous avez des ennemis et des indices. Et vous ne savez pas ce sur quoi vous allez tomber jusqu'au moment où vous explorez le lieu. Certains de ces indices vous permettent de mettre des marqueurs sur la quête en cours pour gagner du temps, mais encore faut-il choper ces indices et pas les ennemis. Donc vous allez potentiellement gagner 1 ou 2 tours comme ça, mais ça reste pas intéressant parce que tout ce que vous faites c'est explorer des lieux, révéler des ennemis. Voilà, ça se répète, ça se répète, ça se répète, le scénario il tourne en rond. Et alors, une fois que vous arrivez à la deuxième étape de quête, ce qui va se passer, c'est que vous devez aller chercher une des 3 machinations mises de côté, au hasard, hein, vous ne choisissez pas. Celle-là, elle vous dit que vous faites un double renforcement, donc vous révélez une carte de rencontre supplémentaire euh, à chaque phase de quête. Celle-là, elle vous dit que vous défaussez des cartes du sommet de votre deck à tous les tours, de plus en plus de cartes. Et quand vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous avez perdu la partie. Donc avec les decks qui cyclent très vite, ça c'est une horreur. Et celle-ci qui vous fait monter votre menace à tous les tours. Donc la pire, c'est évidemment celle qui vous fait défausser des cartes du sommet de votre deck. C'est celle-là qui a le plus de chances de vous tuer. Sachant que, si vous avez suivi, quand elle entre en jeu, il faut encore explorer 4 lieux actifs. Donc la première fois, le premier tour, vous défaussez une carte du sommet de votre deck. Puis c'est 2, puis c'est 3, puis c'est 4. Donc vous aurez défaussé à peu près 10 cartes du sommet de votre deck quand vous aurez passé l'étape 2. Et alors à l'étape 3, vous devez simplement passer l'étape de quête et tuer un scélérat, puisque vous allez révéler un des 3 ennemis mis de côté au hasard. Celui-là qui vous dit qu'à chaque fois qu'il attaque, il fait monter votre niveau. Enfin non, pardon, chaque fois qu'il attaque, vous pouvez monter votre menace pour annuler son attaque.
celui-là qui vous dit que quand une traîtrise est révélée du deck de rencontre, il effectue immédiatement une attaque contre vous. Et chaque fois qu'il attaque, vous révélez la première carte du deck de rencontre. Donc si vous avez suivi, les deux forcés ne sont pas limités. Vous avez révélé une traîtrise, il vous attaque. Vous révélez une carte, c'est de nouveau une traîtrise, il vous attaque. Vous révélez de nouveau une carte, c'est une traîtrise, il vous attaque. Donc vous pouvez cycler longtemps comme ça. Et le dernier, où est-il? Ici, le fléau de Telemnar, qui, à chaque fois qu'il vous attaque, vous fait défausser des cartes du sommet de votre deck. Donc là, il y a un truc qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que bah, si vous comprenez, les traîtrises, elles sont associées, enfin les traîtrises, les machinations, elles sont associées à chaque fois à un ennemi. Il y a une traîtrise, enfin il y a une machination, pardon, qui vous fait révéler des cartes supplémentaires du deck de rencontre. Il y en a un qui vous attaque à chaque fois que vous révélez une traîtrise. Il y a une carte qui vous fait, il y a une machination qui vous fait défausser des cartes du sommet de votre deck. Il y a un ennemi qui vous fait défausser des cartes du sommet de votre deck. Il y a une machination qui vous fait monter votre menace. Il y a un ennemi dont on peut annuler les attaques. Non, pardon, il y a un ennemi qui fait montrer votre menace à chaque fois, à chaque fin de tour, si vous voulez le garder engagé au combat avec vous. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on révèle une des 3 machinations au hasard et un des 3 scélérats au hasard. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on vous dise, vous révélez la machination qui fait monter la menace, du coup vous devez aller chercher l'ennemi associé et il y a une grosse pression sur la menace, ou alors c'est sur la défausse des cartes, ou alors c'est sur la révélation des cartes du deck de rencontre, mais en fait ça tombe un petit peu à l'eau parce que vous allez révéler la carte qui fait monter votre traîtrise, votre menace pardon à tous les tours, et derrière vous avez l'ennemi qui défausse des cartes de votre deck. Bah voilà, c'est pas, ça interagit pas trop quoi. Donc c'est long, la mécanique est un petit peu bancale. Je suis sûr que c'est un scénario qu'on apprécie la première fois qu'on le fait, un peu comme les scénarios du cycle 8 en fait. Sur la longueur, bah, c'est juste un scénario qui traîne. C'est trop long pour ce que ça fait, donc bah, les craintes de l'intendant, je vais le mettre en C. Avec le recul, je trouve que c'est pas un bon scénario. La forêt de Ruadan. Alors ça c'est un scénario qui a comme mécanique particulière le mot-clé, je vais le trouver, track. Voilà. C'est un mot-clé qui, à chaque fois qu'une carte entre en jeu avec lui, vous fait perdre autant de ressources. Donc là, vous avez track X. X est le nombre de joueurs dans la partie. Donc si vous jouez en solo, cette carte vous dit vous perdez une ressource sur un de vos héros. Et vous avez compris, lui il a track 1, lui il a track 1. Donc c'est un scénario qui va attaquer votre économie et essayer de vous faire perdre vos ressources. Je sais que ça frustre beaucoup certains joueurs, on n'aime pas se faire piquer des ressources comme ça à tous les tours. Mais vous le savez, donc dépensez vos ressources en phase d'organisation, quoi. C'est pas compliqué. Vous pouvez pas thésauriser sur ce scénario parce que vous allez vous prendre des tracks en multi. Vous aurez quasiment systématiquement une carte track qui va sortir, donc vous pouvez pas vous permettre de garder vos ressources, il faut jouer vos cartes, quoi. Euh, une fois qu'on a dit ça, ben, le scénario il fonctionne tout à fait comme il doit fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de. Il n'y a aucune traîtrise qui est déséquilibrée. Il y a les effets auxquels on pourrait s'attendre, c'est-à-dire que d'une part, on va vous piquer vos ressources, mais d'autre part, il y a des effets qui vont jouer sur le fait que vous n'avez plus de ressources. Donc, par exemple, cet ennemi qui vous dit qu'il a archerie X. X est le nombre de héros qui n'ont pas de ressources. Donc si vous jouez à 4 et que tout le monde a perdu ses ressources, mais il a archerie 12. Mais donc voilà, le scénario, il fonctionne exactement comme il doit fonctionner. Il a un gros avantage, c'est que il fonctionne tout aussi bien en solo qu'en multi. Donc la forêt de Druadan, même si c'est un scénario qui peut frustrer, je vais le mettre en B. Parce qu'il n'a pas particulièrement de relief au-delà de cette mécanique. Mais, euh, mais il fait tout à fait le job. Alors, rencontre à Amondine. Je regarde la difficulté, ouais c'est ça, difficulté à 5, donc là aussi c'est soi-disant plus difficile qu'en italien. Rencontre à Amondine, c'est jusqu'ici, à mes yeux, le scénario le plus facile du jeu. Et quand je dis le plus facile du jeu, je compte dans les scénarios le passage dans la forêt noire.
Il est encore plus facile que ça. Pourquoi? Parce que vous avez une mécanique dans laquelle il y a 2 cartes en jeu au début de la partie, villageois sauvé et villageois mort. Et en gros, vous allez essayer d'explorer des lieux suffisamment vite pour sauver les villageois dans ces lieux. Donc pour chaque villageois sauvé, vous mettez des marqueurs sur cette carte-ci. Et puis vous avez des ennemis et des traîtrises qui vont vous faire perdre des villageois. Et tous les villageois perdus vont sur villageois morts. Donc vous avez 2 compteurs, ceux que vous sauvez et ceux qui sont morts. Et en fait, vous avez seulement 2 étapes de quête. Et la deuxième étape de quête, une fois qu'elle est passée, va vous dire d'aller checker combien il y a de villageois sauvés, combien il y a de villageois morts. Et il faut qu'il y ait plus de villageois sauvés que de villageois morts pour que vous gagniez la partie. C'est extrêmement facile ce scénario parce qu'il y a trop peu de cartes qui vous font tuer des villageois. Les villageois ne meurent pas dans ce scénario. Vous allez terminer généralement, pour vous donner un ordre de grandeur, avec 2 ou 3 villageois morts et une quinzaine de villageois sauvés. Donc c'est pas serré quoi. C'est vraiment très facile d'avoir un nombre de villageois sauvés qui est largement supérieur à ceux qui sont morts. Donc voilà, il est juste très facile ce scénario. Je le trouve pas intéressant à jouer, mais il fait le job. Je pense que si je devais introduire quelqu'un au Seigneur des Anneaux, c'est sur ce scénario que je le ferais. Donc rencontre à Amondine. Je vais le mettre en B. Il est moyen, il n'y a rien de déséquilibré, il n'y a rien de mal designé, c'est juste qu'il est trop facile pour que j'ai envie de le ressortir. Alors, l'assaut sur Osgiliath. L'assaut sur Osgiliath, c'est un scénario avec une mécanique spécifique qui est que les lieux Osgiliath, une fois explorés, vont venir dans votre zone de jeu. Et tout le but de ce scénario, c'est qu'il n'y ait plus aucun lieu Osgiliath en zone de cheminement, c'est-à-dire que vous récupériez progressivement tous les lieux. En fait, vous faites thématiquement assaillir par les ennemis et vous devez reprendre le contrôle des lieux progressivement. Alors, ce scénario, je ne peux pas lui passer malheureusement le fait que on retrouve la malice du maître, on retrouve le pouvoir du Mordor, on retrouve le lieutenant du Mordor, donc le package de la honte, comme je l'appelle, est de retour. Et c'est dommage parce que je pense qu'on retirerait ça, le scénario serait déjà plus plaisant à jouer. Et pour le reste, il y a peut-être en termes de design un truc qu'on peut regretter, qui est une petite maladresse, c'est que les lieux Osgiliath, une fois que vous allez les récupérer, auront tous un effet forcé. Le problème, c'est que vous allez typiquement récupérer 5-6 lieux Osgiliath sur une partie, et il faut se rappeler de tous ces effets forcés. Donc, celui-ci vous dit que quand vous faites une attaque sans défense, vous le renvoyez en zone de cheminement. Celui-là, c'est pareil. Celui-ci vous dit pareil quand vous laissez une attaque sans défense. Tout cela c'est sans défense. 1, 2, 3, 4, ces 4 lieux-là sont les lieux uniques. Donc les 4 lieux uniques qui vous disent quand vous laissez une attaque sans défense, vous perdez le lieu. Après, vous avez, il faut que je les retrouve, la place en ruine qui vous dit si vous avez un personnage qui quitte le jeu, voilà, vous renvoyez la place en ruine dans la zone de cheminement. Donc vous faites attaque furtive Gandalf, vous perdez la place en ruine par exemple. Parce que Gandalf quitte le jeu. La tour en ruine, si vous perdez le contrôle d'un autre lieu, vous perdez également la tour en ruine. Il faut vous rappeler de tout ça. Il faut vous rappeler que vous avez des attaques sans défense. Il faut vous rappeler que quand un personnage quitte le jeu, celui-là vous le perdez. Vous devez vous rappeler que celui-là part potentiellement avec quand il y a un autre lieu qui s'en va. Ça fait quand même déjà pas mal de trucs à retenir. Vous comptez que vous avez aussi cet ennemi-là qui vous dit que tant qu'il est dans la zone de cheminement, les héros non tactiques ne peuvent pas dépenser de ressources de leurs réserves. Donc, ça fait quand même pas mal d'effets à retenir. Euh, donc, c'est pas. C'est un petit peu maladroit en termes de design, mais voilà, c'est comme je vous dis, s'il n'y avait pas le package Lieutenant du Mordor, Pouvoir du Mordor et Malice du Maître, je pense que le scénario serait tout à fait dans la moyenne, mais en l'occurrence, ce package-là fait passer l'assaut sur Osgiliath dans le rang des mauvais scénarios. Vous allez vous dire, je tue le scénario uniquement pour 4 cartes. Jouez le scénario, regardez ce qui se passe quand le pouvoir du Mordor sort et vous comprendrez pourquoi je suis aussi sévère sur cette traîtrise. Alors, le sang du Gondor. Le sang du Gondor, c'est un scénario dans lequel
Il y a une mécanique particulière qui est que vous mettez des cartes de rencontre face cachée devant vous à chaque étape de quête, à chaque tour de jeu. Quand vous entrez voilà, au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée, donc c'est une carte de rencontre cachée que vous mettez devant vous. Quand vous arrivez en phase de combat, vous avez le choix entre soit ajouter une nouvelle carte cachée devant vous, soit révéler toutes les cartes cachées devant vous. Si les cartes révélées sont des lieux ou des traîtrises, vous les défaussez. Par contre, si ce sont des ennemis, les ennemis sont engagés au combat avec vous. Et donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je prends le risque de retourner les cartes et d'avoir des ennemis, ou est-ce que je rajoute des cartes cachées supplémentaires, mais plus vous rajoutez de cartes, plus potentiellement il y a d'ennemis qui vont sortir d'un coup quand vous retournerez les cartes. Vous commencez la partie avec un ennemi en zone de cheminement qui est le Numénoréen noir, qui a de plus en plus de menaces que vous avez de cartes cachées dans la partie, et qui vous fait monter votre menace d'un point pour chaque carte cachée devant vous. Donc lui, il est là pour vous dire, vous n'allez pas accumuler les cartes cachées autant que vous le voulez. Et vous avez une traîtrise ici qui est en embuscade, qui peut vous prendre par surprise et vous dire, vous retournez maintenant face visible chaque carte cachée dans votre zone de jeu. Vous résolvez les effets une fois révélés des cartes rencontres. Donc là, les traîtrises, vous ne les défaussez pas, vous les révélez. Et si vous retournez un lieu, vous le mettez en ZC. Donc cette carte, elle vous dit, vous êtes amusé à accumuler 5 ou 6 cartes cachées, vous allez toutes les révéler d'un coup. Les traîtrises, elles vont s'appliquer, les lieux, ils vont aller en zone de cheminement, et les ennemis, vous allez vous les taper. Donc, pour ces deux raisons-là, parce qu'il y a en embuscade et parce qu'il y a le Numénoréen noir, vous ne pouvez pas vous permettre d'accumuler les cartes cachées. Il faut régulièrement retourner vos cartes et croiser les doigts pour ne pas avoir le mauvais ennemi. La corneille maléfique, quand elle vous engage, vous prenez une carte cachée. Donc si vous retournez la corneille, vous prenez une carte cachée supplémentaire, donc ça peut piquer. Vous pensiez que vous aviez une seule carte, paf, vous retournez, c'est une corneille, elle vous fait révéler une deuxième carte que vous n'aviez pas jusque-là, c'est un deuxième ennemi, vous devez gérer ces deux ennemis. Vous avez l'ennemi mitraillette qui est de retour. Vous avez celui-là qui, quand il vous engage au combat, vous fait attribuer une ombre à chaque ennemi engagé au combat avec vous. Donc vous retournez vos cartes cachées. Le premier, c'est la vermine. Le deuxième, c'est l'incendiaire. Hop, la vermine vient de gagner une carte ombre. Étape déjà à 3. Et puis 5, puisqu'elle va gagner une ombre supplémentaire. Vous avez le tirailleur orc. Quand il vous engage, vous devez défausser un allié que vous contrôlez. Donc là, vous dites, c'est bon, j'ai des alliés pour défendre. Paf, vous avez le tirailleur orc. Hop, vous défaussez un de vos alliés. Et vous êtes potentiellement dans une situation qui n'était pas la situation prévue. Donc le scénario vous met une grosse pression avec cette mécanique des cartes cachées. On ne vous laisse pas vous mettre en place tranquillement, il faut vraiment garder le tempo du scénario. Les traîtrises en embuscade, c'est une super carte traîtrise pour vous mettre la pression. Il y en a 4 dont vous savez que ça va sortir. Donc c'est vraiment là pour vous dire, vous n'allez pas me la faire à l'envers en accumulant les cartes cachées. Et le reste des traîtrises, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a toujours ce truc qui... Ici, en vue du Mordor, par exemple, chaque joueur prend une carte cachée, donc ça va jouer sur cette mécanique des cartes cachées. Écoutez, le sang du Gondor, ça va être notre premier scénario S. Je l'ai refait plusieurs fois pour me conforter mon avis. C'est au panthéon des scénarios du jeu pour moi. Ça met la pression. Et pour moi, un scénario, un bon scénario, c'est un scénario, enfin un excellent scénario, c'est un scénario qui met la pression parce que on ne vous laisse pas dérouler votre petite machine tranquillement. Il faut avancer, il faut prendre des décisions difficiles, et vous allez régulièrement devoir réfléchir sur ce scénario. Et d'un autre côté, il n'y a rien qui est injuste. C'est un scénario qui est punitif, mais qui n'est pas injuste. Donc, le sang du Gondor. Excellent scénario, notre premier scénario S depuis qu'on a commencé. Et on termine sur la vallée de Morgul. Alors comment fonctionne la vallée de Morgul? On commence avec une première étape de quête qui nous demande pour passer de tuer un ennemi qui s'appelle Murzag. Et Murzag tape à 5. Et chaque fois qu'il attaque, vous défaussez une carte du deck de rencontre. Si c'est un ennemi, vous le mettez engagé au combat avec vous. Ça peut piquer, hein. Vous avez une attaque de Murzag à 5. Derrière, vous révélez l'avant-garde orc qui tape à 8. Bonne chance. Bonne chance. Et l'avant-garde orc, vous n'avez pas être capable de la renvoyer en zone de cheminement, parce que si elle est en zone de cheminement, tous les héros non tactiques
sont bloqués en termes de dépenses de ressources. Donc une fois que vous avez tué Murzag, la deuxième étape de quête, c'est de tuer le seigneur Alcaron, qui était notre allié sur d'autres scénarios, donc je suppose qu'il nous a trahis entre-temps. Et puis, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il faut faire. Et la troisième étape de quête va demander de tuer le Nazgûl de Minas Morgul. Et là aussi, c'est tout. Il suffit de tuer le premier ennemi. Donc il n'y a pas de, si vous regardez, il n'y a pas de point de quête, de point de progression à mettre sur les étapes. Donc il faut juste tuer Murzag, il faut juste tuer Alcaron, puis il faut juste tuer le Nazgûl, sachant que le Nazgûl ne peut prendre que 1 dégât à la fois. Mais notez que c'est réduisé à 1 le montant de dégâts infligés au Nazgûl à chaque fois qu'il devrait prendre des dégâts. Donc, quand vous l'attaquez, même si vous l'attaquez à 20, votre attaque elle va faire 1 point de dégâts. Par contre, si vous avez des effets qui mettent des dégâts directs, le Nazgûl, vous pouvez le flinguer en un tour. Donc vous jouez avec des arcs d'if. L'arc d'if vous dit, quand vous attaquez, vous inclinez l'arc d'if pour infliger 1 point de dégâts à l'ennemi attaqué. Vous l'attaquez et vous inclinez 3 arcs d'if, vous lui mettez 4 dégâts d'un coup. Donc si vous avez un moyen de lui mettre un 5e dégât, vous défendez avec la sentinelle du Gondor, dont j'ai oublié le nom exact, qui met un dégât quand elle défend. Voilà, vous avez, je crois que c'est après qu'il a défendu, donc il va probablement mourir. Mais si vous avez des moyens de mettre des dégâts directs, le Nazgûl, il y a moyen de le flinguer très vite. Par contre, si vous essayez de le taper entre guillemets à la régulière uniquement avec des points d'attaque, il va falloir se le taper 5 tours d'affilée. Et alors, l'autre mécanique de ce scénario, c'est que vous avez une carte qui est à la tour, qui quitte le jeu quand il y a 10 marqueurs de dégâts dessus, et vous perdez si elle quitte le jeu. C'est très anecdotique, je trouve, cette carte, parce que on flirte jamais, en tout cas dans mon expérience, on flirte jamais avec les 10 dégâts. Il n'y a pas assez de cartes. C'est comme pour Amondine, en fait, il n'y a pas assez de cartes qui vous font mettre des dégâts sur à la tour. Donc, généralement, quand je fais des parties, sur à la tour, il y a maximum 3 ou 4 dégâts, donc on n'est même pas proche de perdre la partie, quoi. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Il y a Alcaron qui vous fait placer un marqueur de progression sur à la tour quand il attaque, mais bon, qu'on soit clair, Alcaron, il a 3 de défense, 5 points de vie. Juste avant lui, il y avait Murzag qui avait 2 de défense et 7 points de vie. Si vous avez réussi à tuer Murzag, vous allez réussir à tuer Alcaron probablement en un tour, peut-être 2 tours. Donc vous allez mettre 1 ou 2 marqueurs sur la tour et c'est terminé, quoi. Il aurait fallu qu'il ait beaucoup plus de points de vie pour que ça fonctionne correctement. Et comme je vous dis, il n'y a que ça en fait, il faut juste tuer ces 3 ennemis. Il n'y a pas d'autres mécaniques particulières sur le scénario, si ce n'est qu'on retrouve le package de la honte, la malice du maître, le pouvoir du Mordor, le lieutenant du Mordor. Donc d'un côté le scénario, il n'y a pas de relief particulier. D'un autre côté, vous avez des cartes de la honte. D'un troisième côté, vous avez un objectif qui est mal designé parce que il fait pas ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire vous mettre la pression. Donc, la vallée de Morgul. Non, pas exagérer. Je vais le mettre en C. C'est juste un mauvais scénario pour moi. Je peux le faire de temps en temps sans forcément rechigner, mais par contre, si je commence à me choper le pouvoir du Mordor, là, évidemment, je vais commencer à rager et passer une mauvaise soirée. Donc, voilà, c'est un scénario sans relief et qui a des problèmes de design, donc il va plutôt rentrer dans la catégorie des mauvais scénarios pour moi. Donc voilà, si on fait le bilan sur le cycle 3, un excellent scénario, le sang du Gondor, premier excellent scénario qu'on a. On a également un très bon scénario avec bagarre à pélargir, et puis on a du scénario moyen, on a du scénario mauvais, et on a de l'étron, comme on avait sur les 2 premiers cycles. Donc vous le voyez avec le classement, c'est le meilleur cycle, les cycles s'améliorent progressivement, jusqu'ici, hein, le deuxième était meilleur que le premier, le troisième est meilleur que le deuxième. On verra si le cycle 4 suit cette tendance-là, et on se retrouvera très bientôt pour la tier list de ce cycle 4. D'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!